La ville de Paris finance chaque année la réalisation de 1000 mètres carrés de murs peints. Depuis 1986, 120 murs de Paris ont été ainsi décorés. La surface de ces peintures varie entre 150 et 1200 mètres carrés. Cette décoration permet d'égayer les façades grises des pignons d'immeubles. Il existe plusieurs sortes de murs peints. Ici, la volonté de l'artiste est d'utiliser les éléments du réel et de les insérer dans le quotidien. Certains artistes utilisent d'autres matériaux que la peinture pour réaliser leurs œuvres, comme ce décor en volume de l'artiste Ben. Beaucoup de murs peints sont des trompe-l'œil, qui représentent des scènes de la vie quotidienne. Ainsi, les murs de la ville sont-ils devenus de nouveaux espaces de création pour les artistes et des musées à ciel ouvert pour les passants. Dans le 20e arrondissement de Paris, boulevard de Belleville, un architecte a laissé libre cours à son imagination. C'est un cube, mais on a traité tous les côtés. C'est-à-dire qu'on n'a pas laissé les pignons, on appelle les pignons, c'est donc les parties latérales, les façades latérales. On ne les a pas laissées brutes, comme on fait d'habitude, dans l'attente ou en venant s'adosser à des voisins. Là, on a mis de l'argent sur les pignons, ce qui ne se fait pas, ce qui est un non-sens économique. On a mis de l'inox. On a pu réaliser un truc qui est d'imaginer que la famille était constituée d'un ensemble de gens qui vivaient dans le même immeuble, dans le même bâtiment, et qui étaient regroupés par affinité, par classe d'âge, ce qui permet aux deux enfants d'avoir leur chambre, leur séjour, leur étage, qui ferme et qui donne dans un escalier commun où ils croisent les parents, les amis. Canton dans la région de la Beauce, près de Paris. On compte à peine 2000 habitants dans le village. Mais il est au centre d'une région de grandes exploitations agricoles. Voilà, avec Sophie. Tous les samedis, le marché permet aux habitants des villages environnants de se retrouver. C'est un événement important dans la semaine. 42 francs, s'il vous plaît. On se donne des nouvelles, on s'échange les informations, on communique. 3. Début de la numéro. S'il vous plaît.
On trouve de tout sur ce petit marché de province. Des vêtements, des fruits, des légumes, des viandes, du poisson, des volailles. Mais le plus important, c'est de pouvoir parler. Faut leur dire que je coupe le cou, hein. J'arrive avec lui là. C'est vraiment un pot à goutte, hein. Depuis 1930, les villes ne grandissent plus. Ce sont les banlieues qui accueillent par millions les nouveaux habitants. Aujourd'hui, l'agglomération parisienne compte 9 300 000 habitants, 23% seulement habitent Paris. En ce siècle, une véritable explosion a eu lieu. Toutes les villes ont été noyées par des banlieues et par des constructions construites à un rythme effréné. On a construit beaucoup plus en 30 ou 40 ans que pendant tout le reste de l'histoire de l'humanité. La crise démographique est là, la civilisation industrielle aussi, le déménagement du territoire vers les villes. Donc personne n'a voulu ces villes-là comme ça. Il n'y a pas d'homme aujourd'hui, ni politique, ni urbaniste, ni architecte qui prévoit les villes. Les villes sont actuellement le résultat d'une situation économique planétaire et géographique planétaire que personne ne contrôle. Comment l'architecte Jean Nouvel intervient-il dans la ville? Ce bâtiment transparent qui dresse ses poutrelles dans le ciel du quartier de Montparnasse à Paris est l'une de ses dernières créations. C'est le siège d'une fondation pour l'art contemporain. Construire dans ce quartier, sur le boulevard Raspail, c'était l'occasion de construire un immeuble symbole des années 90, parce qu'il y a beaucoup d'immeubles symboliques du vieux Paris là. Donc je me suis dit, c'est vraiment dans un quartier comme ça l'occasion de continuer cette collection d'architecture que représente la ville toujours. Hein. La ville est toujours un livre de pierre et les pages se succèdent et chacune caractérise les époques qui se suivent. Julie habite en Auvergne, une région dans le centre de la France. Ses parents sont agriculteurs. Je trouve que c'est un métier qui est un peu saccagé par tout ce que disent les gens. Les gens parlent sans savoir, sans connaître. Ils critiquent souvent. C'est le genre, qu'est-ce qu'ils font des parents, d'un air moqueur, quoi. Moi, je vais le dire, quoi. Je suis agriculteur, puis j'ai pas honte de le dire. Surtout qu'il n'y a pas de honte, hein. C'est comme être chirurgien, hein. Tu tripotes le boyau des autres, c'est pas mieux. C'est un métier qui, bon, même si tu travailles 24 heures sur 24 pendant plusieurs jours parce qu'il y a des problèmes à la ferme, tu risques de rien avoir à la fin du mois. Même si l'argent ne fait pas tout, il faut en avoir un peu. Donc je me dis que ce serait bête de bosser pour rien, surtout qu'il y en a qui bossent et qui sont sûrs d'avoir une paie à la fin du mois. Alors, tu vois, non, pas l'agriculture, quoi. Kevin habite dans un village voisin. Ses parents sont aussi agriculteurs, mais il n'est pas du même avis que Julie. Ben, c'est tranquille. Il y a le contact avec les animaux et la nature. Un animal, c'est très intelligent. Ça montre pas son mal. Et j'aimerais rester à la campagne. Je pourrais pas vivre en ville. Bon, ben, j'aimerais bien faire agriculteur, mais bon, pour l'instant, je suis qu'en 6e, alors c'est pas sûr et certain. Bon, si les problèmes s'arrangent, je prendrai sûrement l'exploitation de mon père. Si les problèmes s'arrangent pas, bon, c'est pas sûr et certain, mais je prendrai peut-être la ferme de mon père.
On voudrait bien que je prenne la suite parce que les agriculteurs, ça se fait de plus en plus rare. Donc, il ne faudrait pas que ça disparaisse. Ça entretient les campagnes, que ça devienne des bois ou des villes. La pollution atmosphérique dans les villes est un grand problème. On connaît ses conséquences sur la santé des citadins. Pourtant, on note parfois des améliorations. À Paris, on a constaté le retour des lichens. Tout ça, ce sont des lichens. Et ils reviennent par en bas, parce que l'écorce est plus épaisse, et donc c'est un peu moins acide. Et les lichens, vous voyez, sont tout petits. Donc on savait par leur taille qu'il n'y avait pas très longtemps qu'ils étaient là. Et si ça couvre toute la base, c'est parce qu'ils sont très très nombreux. Le retour des lichens s'explique par la baisse d'un certain type de pollution. Le dioxyde de soufre aurait diminué de 70% à Paris. Ce résultat a été obtenu grâce à la disparition du chauffage domestique au fioul et au charbon. Mais si ce polluant est en voie de disparition, d'autres sont en voie d'augmentation. Les lichens reviennent, ils sont revenus à Londres bien avant Paris. Mais ils reviennent et ça signe une amélioration de la qualité de l'air. Et on peut penser que c'est paradoxal, que c'est au moment où la qualité de l'air s'améliore que l'on parle beaucoup de pollution atmosphérique. Alors, il faut comprendre il y a de nouvelles pollutions qui apparaissent, et en particulier les pollutions liées à la circulation automobile. Et ce n'est pas, pour les grandes villes, ce n'est pas quelque chose d'anodin du tout. La pollution urbaine peut être maîtrisée si on en prend les moyens. Reste maintenant à diminuer les pollutions des automobiles et des transports en commun. Toutes les cathédrales ne datent pas du Moyen-Âge. Dans la région parisienne, la ville nouvelle d'Évry a désormais la sienne. Cette cathédrale veut exprimer la présence de la communauté catholique dans le monde chrétien moderne. Même si les chrétiens actifs sont moins nombreux, dans un monde où la communication est omniprésente, il faut pouvoir être présent soi-même. L'absence et le silence ne sont pas signifiants de nos jours. Et moi j'aime bien la phrase de Cocteau qui dit « La littérature, c'est un cri écrit ». Eh bien, pour dire son message, pour manifester sa foi, il faut que le cri soit aussi, je dirais, manifesté par un signe. Alors ça peut être une œuvre d'art, ça peut être une œuvre d'architecture comme cette cathédrale. L'architecte suisse Mario Botta a choisi un plan circulaire, convivial, en référence à la construction du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Il a fait fabriquer à Toulouse, dans le sud de la France, les 70 000 briques nécessaires à la construction de la cathédrale. Depuis la séparation de l'Église et de l'État, en France, l'État n'intervient pas dans la construction des lieux de culte. Donc les catholiques ont été invités à participer, s'ils le souhaitaient, à la construction de cette cathédrale en offrant des participations. Donc il y a eu des maïns qui ont été institués il y a quelques années, avec aussi la participation de grandes sociétés qui ont trouvé que c'était un pari qui méritait une aide. La cathédrale a coûté 65 millions de francs. À ce jour, les 3/4 de la somme ont été rassemblés. 200 000 personnes de France et d'Europe y ont contribué. Bonjour Francis. Ça va? Ça va très bien, je viens de compter 100 francs. Je te remercie infiniment parce que ça m'a sorti de la galère. Ben, je te souhaite en tous les cas bon courage. Et je te dis pas les 5 lettres, mais je les prends. Ouais, de Ok. toute façon on se reverra. À bientôt. À bientôt. Allez, ciao. Salut, au revoir. Au revoir.
Claire est une jeune femme au chômage. Elle habite depuis 20 ans le même quartier à Paris. Elle connaît tout le monde. Bonjour madame, vous désirez? Ben, je sais pas, qu'est-ce que vous me proposez? Un bifteck, une côte de porc. Moi, je vais prendre comme d'habitude, quoi. Une côte de porc. Ben, je sais pas, celle-ci, là, les chines, hein, c'est les chines. Les chines, oui, c'est moins sec. D'accord. Bon, ben, je vais prendre ça. Tu prends prendre, s'il vous plaît. Parfait. D'accord. Vous donnez la monnaie? Oui. Voilà. Bonne journée, au revoir. Voilà. Merci madame. Moi qui vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. À demain. À demain. Bonjour. Ça va bien vous? Et pas les scotches. Pas ça. Alors 7 et 3 francs. Merci beaucoup. Merci. Bah, bonne journée alors. Pareillement, bonne journée. Au revoir. Ça va? Ça va Claire? C'est bien. Alors, Bon. tu bois un café? Ben ouais, si tu veux, ouais. C'est toi? Ben, merci. Allez, je me suis ça. Voilà le petit café. Je vais y aller là. Ouais. Bon, allez, salut Marc. Bon, bah Claire, passe. Ouais, ouais, Hein? comme d'habitude. Comme d'habitude. À demain. Allez, au revoir. À demain. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Oui, ben, je vais prendre les anémones là, parce Oui. qu'il y a ma mère qui vient, c'est ses fleurs préférées. Elle vient me faire une petite visite. Donc ça sera pour offrir? Non, c'est pour mettre dans sa chambre, elle vient. D'accord. Un elle petit vient peu de me feuillage voir. autour? Ah oui, ça je veux bien. Ouais. Merci. C'est les premières de la saison, faut faire un vœu. Ah, Espérant super. que ça vous parte par la chance. Oh là là, mais je suis sûre que ça va me porter chance. Hein. Bonne journée. Merci, vous aussi. Au revoir. Allez, au revoir. À bientôt. À bientôt. Entre Nice et Cannes, sur la côte d'Azur, a été créée il y a 35 ans une ville pas comme les autres. Sophia Antipolis est un site de plusieurs centaines d'hectares. C'est une ville qui concentre entreprises de haute technologie, centres de recherche et grandes écoles. Le concept de Sophia Antipolis est celui de la cité des sciences et de la sagesse, c'est-à-dire donc de la création d'un parc scientifique où l'on pouvait trouver sur un même site à la fois des chercheurs, à la fois des universitaires, des élèves donc, et bien sûr des hommes de l'entreprise. À Sophia Antipolis, tout a été conçu pour rendre la vie plus belle et plus agréable. Grâce à des infrastructures professionnelles de haut niveau, la productivité du travail y est élevée. Pour les ingénieurs, ce qui est fabuleux, c'est le cadre de vie, la qualité de travail dans un bâtiment, dans un site qui est unique. Les installations sont effectivement de niveau sensationnel, mais aussi le fait de pouvoir échanger avec d'autres entreprises, si vous voulez, aussi bien sur le plan culturel, sur le plan sportif, sur le plan des loisirs. Nos 25 nationalités différentes, si vous voulez, se sont propagées sur le site de Sophia Antipolis. Nous organisons des rencontres culturelles, des concerts, des rencontres sportives comme les derniers Jeux de Sophia Antipolis, et c'est vraiment très fertile tout ça. Est-ce que tu crois que les architectes peuvent changer les choses? Non. Non. Ça sert à rien de faire les endroits plus beaux? Non. tu crois? Peut-être plus de verdure, ça serait bien, mais ça arrêtera pas le chômage et tous les problèmes qu'il y a en ville, quoi. Si on mettait plus d'activités, plus de choses, et ben, qu'est-ce qu'il faut mettre pour changer?
des cinémas, des terrains de foot, des stades, tout, des choses comme ça, quoi. T'es contente d'habiter en ville? Non. Tu préfères être à la campagne? Ouais. Pourquoi? C'est plus calme, il y a plus de choses à faire, mais peut-être qu'en ville c'est mieux parce qu'il y a du travail. C'est pour ça qu'on reste là. J'aime bien les petites maisons, alors je vois plein de petites maisons dans la ville. Genre 5 pièces, genre tout, quoi. Jardin, piscine, tout. Une maison à 2 étages. La belle vie, quoi. Et toi, ta maison de rêve, ce serait quoi? Un bateau. Cet immeuble situé dans le quartier de Belleville à Paris est un immeuble HLM, c'est-à-dire qu'il propose des logements à loyer modéré. Ces logements sociaux sont réservés à des familles disposant de faibles revenus. Ils illustrent les nouvelles tendances de l'architecture collective. Bon, il y a des gens pour qui le travail passe avant l'appartement. Moi, c'est moi. C'est primordial, déjà pour la vie du couple, pour les enfants, le plaisir de recevoir des amis, de leur dire, regardez, j'ai un bel appartement. L'écriture traditionnelle d'un immeuble parisien, c'est d'avoir un front bâti sur la rue, avec une frontière, une porte de hall, une porte cochère. C'est une frontière qu'on ne traverse pas, qu'on ne pénètre pas. La notion de privatif est très très forte. Or, dans ce bâtiment, ce qu'on propose, c'est une relative perméabilité du rez-de-chaussée. En fait, il y a un prolongement du trottoir, de la rue, qui pénètre à l'intérieur par une sorte de parvis, autour duquel on trouve des commerces. Et il y a également un certain nombre de transparences qui permettent de voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de ce groupe d'immeubles, de ce groupe d'îlots. Et tous les logements surplombent ce parvis et ces commerces. Piste en bicyclette. Ce moyen de locomotion est pratique. Il n'est pas polluant. Mais c'est l'un des plus dangereux. Seuls les plus téméraires l'utilisent pour des déplacements réguliers. Pourquoi? Parce que la circulation à vélo à Vary, c'est carrément impossible. On se fait souvent serrer à droite par les voitures. C'est réellement suicidaire. L'idée du réseau vert, donc, c'est de mettre en place un réseau, et j'insiste bien sur le mot réseau, hein, c'est pas un petit bout de piste cyclable, un bout de rue piétonne par-ci par-là, donc un réseau de rues qui sont réservées aux piétons et aux cyclistes, et qui permettent de desservir de façon totale la ville de Paris. Donc actuellement, il y a une discussion avec la mairie de Paris en disant, vous voyez, nous on souhaite vraiment diminuer la pollution de l'air, on souhaite permettre aux gens de se déplacer en vélo et à pied, et donc est-ce qu'on peut avoir l'aval des instances qui sont décisionnelles vraiment sur Paris là-dessus pour mettre en place ce réseau vert. Nous allons dans le mois d'avril demander aux maires d'arrondissement leur position locale, et mon souci c'était de commencer avant les grandes vacances, monsieur le préfet. Pour que la circulation des vélos se fasse. Nous avons pu mettre au point un circuit est-ouest, un circuit nord-sud et nord-est qui permet d'avoir environ 50 km prévus pour le déplacement de vélo. Et je pense que les 50 km seront réalisés en totalité d'ici la fin de l'année. Mais entre-temps, les maires d'arrondissement vont pouvoir faire des propositions pour des maillages complémentaires.